Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui fait suite au match du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid. Alors hier j'avais fait le débrief du match. Aujourd'hui je reviens dans cette vidéo vous parler des 5 enseignements capitaux à retenir de ce match-là contre l'Atlético Madrid. Alors donc sans plus tarder on va passer dans le vif du sujet et on va commencer par le premier point qui est le 11 titulaire trouvé par Xavi. Depuis le début de la saison, enfin, en ce début de mois de décembre, on a pu dégager un 11 titulaire de cette équipe-là. Donc, on va commencer par la charnière centrale composée de Araujo et de Christensen. En charnière centrale, vous savez que Araujo est impeccable sur les duels et qu'il peut se mettre dans la poche n'importe quel attaquant. Ça me rappelle un peu Samon de l'Alaves qui est en train de bouffer Koundé dans l'as, mais dès que Araujo est passé dans l'as, il n'a plus existé. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin de Araujo. On sait tous qu'il est hyper monstrueux dans l'as. Il y a Christensen aussi qui peut l'accompagner. Christensen qui est un génie, qui est un maître. Hier ou avant-hier, il a joué un match en sachant qu'il est titulaire à la dernière minute. Il a le temps de se préparer et il a le temps de prendre encore une masterclass alors qu'il n'était même pas annoncé titulaire. Ça veut dire qu'il ne s'était pas conditionné à être titulaire. Et là, on ne parle même pas d'un match contre le Rayo ou contre Alaves, sans vouloir manquer de respect à ces équipes-là, bien sûr. Mais on parle d'un match contre l'Atlético Madrid où il sort de cette rencontre-là avec une stat incroyable de 57 passes réussies sur 58 tentées. Il n'a perdu qu'une seule passe alors qu'il n'était pas conditionné à être titulaire dans ce match-là et qu'il a été lancé comme ça dans le grand bain. Donc Araujo et Christensen sont les deux hommes qui se dégagent vraiment dans l'axe central. Ensuite, sur le côté, Cancelo à gauche et Koundé à droite. Cancelo qui fait beaucoup de bien, surtout dans sa complémentarité avec Joao Félix sur le côté gauche. Et Koundé, que dit de Koundé? Koundé est très pertinent dans l'animation offensive du Barça quand il est à droite. Et il aide également énormément Rafinha. On l'a vu sur le match, lors du match contre l'Atlético Madrid où il a participé à la création de nombreuses occasions avec l'ailier brésilien. Alors en parlant aussi dans l'as, il y a aussi Inigo qui peut avoir sa place, qui peut faire reposer les deux joueurs de l'as. Et en parlant d'Inigo aussi, actuellement, il est blessé vu que avant-hier, juste avant le match, il est sorti, rentré au vestiaire et que certains a pris sa place. Il est finalement annoncé comme blessé et sera absent pendant un mois. Donc il sera de retour début janvier. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Actuellement, dans l'as, on a un problème de riche. On peut mettre qui on veut. Donc il peut tranquillement se reposer et revenir en janvier lorsqu'on aura besoin de plus de rotation et pouvoir enchaîner plus facilement avec toutes les compétitions qui vont venir s'ajouter, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne aussi qui aura lieu en début janvier avec la demi-finale, la finale peut-être contre le Real Madrid aussi. Et on a aussi un milieu type qui se dégage composé de Gundogan, Frenkie de Jong et puis Pedri qu'on ne vous présente plus, qui est un milieu très très complémentaire qui risque peut-être de se faire bouger dans les grands matchs parce qu'il n'y a pas un homme qui met vraiment de l'intensité dans les duels. C'est vrai que De Jong est assez mobile et tout, mais dans les duels, quand il va falloir se faire bouger par une équipe et tout, à voir si ce milieu-là pourra tenir. Alors le deuxième enseignement à tirer de ce match-là, c'est que ce Barça-là manque cruellement d'efficacité. Dans ce match-là contre l'Atlético, on aurait pu repartir avec un match 1-1 et perdre 2 points, ou on aurait pu carrément perdre le match 2-1 parce que des occasions, ils en ont eu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, dans un match où le Barça a carrément maîtrisé la première mi-temps, qu'on en arrive à stresser encore à la fin? C'est simplement le manque d'efficacité offensive symbolisé par notre numéro 9 qui est M. Robert Lewandowski qui a raté énormément. Et on a eu aussi de la malchance un peu de la part de Rafinha qui touche le poteau et aussi qui rate une occasion au début de match. Bref, ce Barça là manque cruellement d'efficacité offensive. Et quand on prend le point de certaines rencontres où ça nous a coûté cher, il y a le Classico où on fait une très bonne première mi-temps, on se crée beaucoup d'occasions, on ne marque qu'un seul but. En deuxième mi-temps aussi, on fait une très bonne deuxième mi-temps, à part sur la fin, mais on n'arrive pas à conclure nos occasions. Et qu'est-ce qui se passe après? Doublé de Bellingham, défaite lors du Classico, on perd les 3 points et on laisse le Real Madrid filer.
Par ailleurs, on a eu à faire la même chose contre le Shakhtar Donetsk aussi, lors du troisième match de la Ligue des Champions de la phase aller, où il y a 2-0. Le Barça ne tue pas le match alors qu'on a énormément d'occasions. Et ce soir là, Fermín López a manqué cruellement de chance aussi parce qu'il a marqué un but qui a été refusé légèrement pour un jeu. Il a touché aussi 3 fois les montants et tout. Et on a dû stresser en fin de match quand le Shakhtar est revenu à 2-1. Mais finalement, on n'a pu gagner le match. Et contre Atletico aussi, c'est la même chose qui s'est passée. Donc, il va falloir rectifier cela. Et ça peut être fatal dans les matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Parce que le tout ne suffit pas de tirer au sort une simple équipe, une équipe relativement abordable pour se dire qu'on peut passer dans les tours suivants. Mais en Champions League, c'est l'efficacité. Sans l'efficacité, tu ne vas nulle part en Champions League. Il faut concrétiser les occasions. Alors, troisième enseignement de ce match-là, c'est que le Barça doit tout simplement acheter les Joao. Tout simplement parce que c'est pas aujourd'hui qu'on est en train de les découvrir, mais plus le temps passe, plus on se rend compte de l'importance qu'ils sont dans l'équipe. Surtout qu'actuellement, Cancelo est repositionné à gauche dans le couloir de Félix et que leur entente anime bien le couloir parce que les deux là se chargent de l'animation complète de ce couloir-là, tant offensivement que défensivement. Parce que Joao Félix fait les efforts défensifs et on l'a très bien vu dans le match contre l'Atlético Madrid où il fait les efforts défensifs pour venir soutenir Cancelo sur le côté et Cancelo monte avec lui pour combiner, pour dédoubler dans son dos, pour créer des situations offensives. Cancelo est aussi capable de très bien défendre comme il a fait contre l'Atlético à un moment donné où je pense que c'était carrément des consignes de Xavi où il montait moins et il assurait plus la défense. En plus de ça, Cancelo est un mec assez polyvalent qui peut jouer à gauche comme à droite. Actuellement, il joue à gauche parce que Baldé n'est pas au niveau et il a pris sa place à gauche, mais il peut aussi jouer à droite. Et figurez-vous que sans eux, on aurait peut-être un couloir à gauche composé de Ferran Torres et de Baldé. Même si je ne leur manque pas de respect, il faut combiner avec moi directement que la qualité qu'on peut avoir avec Joao Félix et puis Cancelo sur le côté gauche n'a rien à voir avec ce qu'on aurait pu avoir avec Ferran Torres et Baldé. Donc il faut impérativement les acheter en fin de saison. Mais pour ça, je ne m'inquiète pas. Il suffit que le set de la fasse une saison pleine et je suis convaincu que M. Joan Laporta trouvera une solution pour les faire devenir barcelonais d'ici la fin de saison, d'ici la saison prochaine. En plus, City a des problèmes de fair play financier, à ce que je sache. Donc je pense que ça va pouvoir faciliter le transfert de Cancelo, estimé à un prix entre 20 et 25 millions, ce qui serait un pur braquage. On passe maintenant au quatrième enseignement de ce match-là, qui est qu'on peut compter sur Iñaki Peña. Et en parlant d'Iñaki Peña, une nouvelle est sortie aujourd'hui sur Ter Stegen, notre gardien titulaire, qui sera absent 2 à 3 mois selon Rak Uno. Et avec ce qu'on a vu de Iñaki Peña juste là, on peut clairement dire qu'on peut compter sur lui. Déjà, vous savez, le poste de second gardien au foot, c'est un poste très ingrat. D'abord, vous êtes toujours au banc. Vous êtes toujours au banc. Surtout quand vous avez un gardien comme Ter Stegen qui est titulaire devant vous, vous êtes toujours au banc, vous ne jouez jamais. Et les seules fois où vous jouez, c'est dès que le gardien titulaire se blesse. Ça veut dire que vous pouvez tomber à n'importe quel moment de la saison où il y a peut-être un peu plus de pression. Et on vous lance comme ça dans le grand bain direct en attendant que vous soyez décisif. Je prends le cas de Iñaki Peña par exemple, qui n'avait pas disputé la moindre minute avec le Barça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ter Stegen se blesse et en même temps il est lancé dans le grand bain. D'abord il y a le Rayo qui n'était pas un match de grande envergure. Mais tout de suite après ça, il y a eu le FC Porto qui était un match qui comptait clairement pour la première place du groupe. Et ensuite, il y a eu le choc contre l'Atlético Madrid aussi, qui aurait eu un impact direct sur la Liga. Il a été lancé dans ces deux gros bains-là et il a fait la différence sur sa ligne, que ce soit dans les arrêts, mais que ce soit aussi dans la sortie de balle. Il a été très rassurant pour sa défense. Donc, il a fait ses preuves dans les deux gros matchs et je pense que cette blessure de Ter Stegen peut être un tournant de sa carrière tout simplement parce que s'il a su pendant cette période-là, il y a de quoi le faire tourner dans la Coupe du Roi, les moments importants et tout pour faire beaucoup de Ter Stegen aussi. Et aussi, il aura à cœur de prouver qu'il est clairement la suite pour le FC Barcelone. On passe au cinquième enseignement qui est que l'arrivée de Vitor Roque au Barça fera énormément de bien à Lewandowski parce que actuellement c'est lui le seul joueur qui fait tâche
dans l'équipe du FC Barcelone. C'est lui qui complique les actions, c'est lui qui n'arrive pas à finir. Mais ça a été un peu plus mieux, en tout cas dans le jeu, face à l'Atlético Madrid, parce que pour une fois il n'a pas dézonné n'importe comment, il est resté dans la boîte, il a eu beaucoup d'occasions, c'est juste la finition qui a manqué et il est dans une sale période, il est au fond du trou actuellement, il n'arrive pas à concrétiser des actions que normalement un Lewandowski en confiance aurait pu finir. Donc l'arrivée de Vitor Roque va lui amener une certaine concurrence pour lui permettre de se réveiller un peu. Ça ne veut pas dire que d'office Vitor Roque sera titulaire des Clasico lors des huitièmes de finale et tout. Lewandowski sera sur le banc, non. Mais ça veut juste dire que Lewandowski aura quelqu'un sur le banc qui pourra, dès qu'il aura un peu de coup de mou de temps en temps, il pourra sortir peut-être, ou il pourra aussi l'aider à se reposer un peu avant les grandes échéances, parce qu'il faut rappeler que Lewandowski, son âge évolue de plus en plus et il a besoin aussi d'un gars pour le remplacer de temps en temps, le faire souffler. Il y aura aussi une petite sorte de concurrence pour le titiller un peu, pour le faire produire des performances beaucoup plus abouties que ce qu'il produit actuellement. Le dernier point, c'est que Vitor Roque aussi pourra apprendre de Robert Lewandowski, parce qu'on ne sait pas si Robert Lewandowski sera au Barça la saison prochaine. Donc c'est le temps pour Vitor Roque, et vu qu'il vient même en janvier, d'abord s'acclimater à l'environnement du Barça, s'intégrer à l'équipe avant la saison prochaine pour qu'il ne débute pas comme un néophyte carrément. Et je pense que Lewandowski aussi pourra l'aider sur le terrain, mais surtout en dehors, par rapport à l'hygiène de vie, par rapport aux petites astuces concernant le poste attaquant. Ça ne veut pas dire que Lewandowski va lui apprendre tout et qu'il a un profil assez différent, mais Lewandowski pourra lui transmettre beaucoup de choses. Donc voilà les amis, voilà les 5 enseignements qu'on peut tirer de ce match-là contre l'Atlético Madrid. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager également. Et si vous avez d'autres enseignements que je n'ai pas cités, vous pouvez également le mettre en commentaire. Je lirai tous vos commentaires. N'hésitez pas à débattre avec moi par rapport à cette vidéo là. Voilà les amis, prenez tout soin de vous. On se retrouve pour la vidéo avant match du match contre Girona dimanche prochain, j'espère bien. Prenez tout soin de vous et à très vite.